Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Merci, un grand merci à l'Agora des Savoirs pour son accueil ce soir. Ce que vous venez de voir, c'est des images de l'Observatoire de recherche montpelliérain de l'environnement, l'OREM. C'est un observatoire qui fédère des milliers de scientifiques issus du CNRS, de l'Université de Montpellier, de l'IRD, de l'INRAE aussi. Ensemble, on étudie la Terre, l'eau, l'écologie, la biodiversité, avec un objectif toujours, c'est mieux comprendre les changements climatiques et environnementaux aussi, bien sûr. Donc l'OREM, on organise régulièrement des conférences avec nos partenaires au quotidien. Vous avez souvent des rencontres ouvertes au grand public, il faut en profiter. La prochaine date, par exemple, c'est le 10 mars, le mardi 10 mars. Ça se passe à Planète Océan et on fera un sujet sur les loutres du Lez, figurez-vous, qui reviennent. Comme certains sans doute le savent déjà, c'est des loutres qui reviennent sur Montpellier, mais aussi un peu partout en France. Donc on fera une conférence avec Olivier Jiménez du CEF, donc le laboratoire qui est le même laboratoire que nos deux directrices de recherche du CNRS ce soir, qui sont là pour vous expliquer un petit peu les coulisses de leur ouvrage et de ce qu'elles ont découvert autour de la mésange, la mésange de la chenille. 50 ans d'enquête évolutive, c'est un ouvrage que vous trouverez édition Actes Sud. Anne Charmentier et Claire Doutrelan, je vous laisse la scène. Merci. Donc bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux dans la salle. Je salue également les personnes qui sont en ligne. Alors je tiens à remercier tout d'abord la ville de Montpellier qui organise ce cycle de conférences de l'Agora des Savoirs, mais aussi plus précisément les organisateurs de cette soirée, donc les agents de la mairie, de l'Université de Montpellier, de l'OSUL OREM et en particulier Célia Paris. Donc nous allons vous présenter ce soir une aventure scientifique et une aventure humaine que nous avons relatée dans ce livre, La mésange et la chenille, 50 ans d'enquête évolutive. Donc cet ouvrage est paru au printemps dernier. Et il a été écrit à 4 mains par Jacques Blondel, Philippe Perret, Claire Doutrelan et moi-même, Anne Charmentier. Il raconte les recherches qui sont menées dans le cadre d'un programme d'études sur les mésanges qui a débuté à l'hiver 1975, donc il y a un demi-siècle. Et ce programme aujourd'hui occupe toujours beaucoup de monde. À l'heure actuelle, 7 chercheurs permanents et un très grand nombre d'étudiants, d'étudiantes, de postdoctorants, postdoctorantes et de collaborateurs et collaboratrices. Nous avons une très forte pensée ce soir pour Jacques et pour Philippe et pour tous ses collaborateurs. Alors vous êtes ici dans la forêt de Piriot et je vous laisse apprécier l'ambiance sonore. C'est ici à Piriot, au cœur de la vallée du Fango, en Corse, qu'a débuté cette étude à long terme sur les mésanges, il y a un demi-siècle. C'est ici que Jacques Blondel a posé le premier nichoir à l'hiver 1975. Alors pourquoi est-ce que Jacques a posé ce nichoir en Corse ? Eh bien en fait, au début de sa carrière, Jacques était fasciné par un ouvrage en particulier qui a été publié en 1967 par 2 Américains, Robert MacArthur et Edward Wilson. Cet ouvrage, je le traduis en français, s'intitulait « La théorie de biogéographie insulaire ». Et dans cet ouvrage, les auteurs, MacArthur et Wilson, faisaient des prédictions très précises sur comment les espèces et les populations pouvaient évoluer dans ces milieux isolés et confinés que sont les îles. Et en particulier, ils prédisaient... Alors, excusez-moi, il y a le pointeur là, qui n'a rien à faire ici. Ils prédisaient que les espèces devraient être moins nombreuses sur les îles que sur les continents, et que par contre, il y aurait des densités plus élevées d'individus par espèce. Donc Jacques, en fait, s'est lancé dans l'aventure de tester ces prédictions en installant des nichoirs, tout d'abord à Piriot en Corse, dans la belle forêt que je viens de vous présenter, et au Mont Ventoux. Je pense que Jacques était très très loin de se douter que c'était le début d'une aventure qui durerait au moins un demi-siècle et qu'on en parlerait aujourd'hui, en 2026. Alors, on va vous présenter un exposé à 2 voix, Claire et moi, et on va se passer le bâton de la parole. Ici, je vous présente le plan de cet exposé.
Donc tout d'abord, on va vous présenter la star, la mésange bleue, et notre travail de terrain de manière générale. Et puis, on va égrener quelques résultats. Alors, on a fait des choix, puisqu'on ne pouvait pas parler de tout ce qu'il y a dans le livre. Claire va vous parler du chant et de la couleur. Je vous parlerai de systèmes de reproduction et des défis de l'anthropocène. Et puis, on finira par un regard sur comment on essaye d'intégrer de plus en plus dans notre approche scientifique un lien entre science et société, avant l'épilogue. Alors tout cela, on va le faire sous le prisme de l'écologie évolutive. Il nous tenait à cœur ce soir de vous expliquer notre cœur de métier. Et donc Claire et moi sommes toutes deux en biologie de l'évolution et écologie comportementale dans un domaine qu'on appelle l'écologie évolutive. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit en fait de comprendre la variabilité des caractères, donc cette variabilité entre individus et entre populations d'une même espèce. Donc on parle ici de biodiversité intraspécifique, et de comprendre comment cette variabilité émane de réponses génétiques, donc ce qu'on peut appeler de réponses évolutives, ou de réponses plastiques face à un environnement qui évolue sans arrêt. L'environnement n'est jamais stable. Et donc pour ce faire, on va étudier les processus qui sont sous-jacents à ces réponses, notamment l'hérédité des caractères, la sélection naturelle, et vous le verrez, bien d'autres processus qui peuvent expliquer pourquoi la biodiversité est si diverse, justement. Pourquoi chaque mésange bleu, et on parlera aussi un tout petit peu de sa cousine, la mésange charbonnière, est différente de sa voisine. Je laisse la parole à Claire. Du coup, je vais tester ce micro-là, qui a l'air de marcher. Donc moi, je vais vous présenter donc la mésange bleue, la star, comme dit Anne. Et on a tout un chapitre qui s'appelle la mésange bleue, un modèle à disposition heureuse. Alors, disposition heureuse, pourquoi ? Parce que c'est, hormis le fait qu'elle soit magnifique, bleue, jaune, blanche, et que c'est un plaisir de l'étudier, c'est une espèce qui a l'avantage de nous accepter, nous humains, c'est-à-dire que quand on la capture, elle ne meurt pas de stress. Quand on regarde ses poussins, elle retourne les nourrir. Et donc, c'est un oiseau, une petite carte d'identité qui fait 8 à 10 grammes. Alors, 8 à 10 grammes, je ne sais pas si vous avez une idée de qu'est-ce que ça pèse dans une main, mais pour vous le dire, 8 à 10 grammes, c'est le poids d'une enveloppe. Donc, quand vous avez une petite mésange bleue dans la main, c'est comme si vous aviez une enveloppe que vous alliez mettre à la poste. C'est un oiseau qui est présent dans toute l'Europe, donc qui va du Portugal à la Russie, donc c'est en bleu, la zone de présence, et de la Norvège, Suède à l'Iran. C'est un oiseau qu'on appelle cavicole secondaire. Alors cavicole, ça veut dire qu'elle ne peut nicher que dans des cavités, contrairement aux merles, aux rouges-gorges, pinsons, qui ont des nids ouverts. Et secondaire parce qu'elle n'est pas capable de creuser sa cavité elle-même. Donc soit il lui faut, comme en haut, un tronc d'arbre un peu creux, ou comme en bas, un bout de mur, soit il lui faut qu'il y ait un pic dans la forêt, qui ait creusé lui-même un trou pour pouvoir s'y reproduire. Et donc le fait qu'elle soit cavicole, nous, ça nous donne l'avantage de pouvoir lui donner une cavité, ici un échoir, à l'intérieur de laquelle elle va se reproduire et qu'on va pouvoir ouvrir en glissant la porte et regarder ce qui se passe à l'intérieur de la cavité. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on ouvre une cavité de mésange ? Donc pour cela, on a des étudiants en ce moment, Jérémy de France et Arlette Fauteux, qui filment ce qui se passe dans les nichoirs. Et on peut voir du coup, les parents qui nourrissent, c'est comme ici à gauche, ou des mésanges qui amènent de la nourriture pour leurs petits, une chenille, des araignées, et donc qui sont les proies principales que les oiseaux apportent aux petits, chez les mésanges, mais aussi la majorité des passereaux. Et puis ici, je vais vous montrer une petite vidéo où vous allez voir un mâle et une femelle qui vont avoir ce qu'on appelle une communication non verbale, où la femelle va d'abord entrer, ou le mâle, je ne sais pas, et va inviter son partenaire à nourrir les poussins qui sont à l'intérieur du nid. Donc là, on l'entend faire des petits cris, et elle va bouger les ailes. Et donc, c'est certainement des jeunes parents qui ont des poussins encore très petits, où ils ont besoin de communiquer et se caler l'un avec l'autre pour nourrir leurs descendants. Ici, c'est quelque chose d'un peu plus surprenant, en tout cas qui nous a surpris quand on l'a filmé la première fois. C'est quelque chose qu'on a d'abord beaucoup entendu. Donc, dans les cavités, comme on voit à gauche, il peut y avoir des serpents qui viennent se nourrir des œufs ou des petits poussins.
Mais on a aussi la mésange bleue vous allez entendre, qui va faire un son qui, la majorité d'entre nous, les étudiants et nous-mêmes, quand on entend ce son, on a un réflexe de se reculer, parce qu'on a un peu peur de ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, je vais vous dire après l'hypothèse qu'on avait par rapport à ce son. Donc là, on entend dehors le mâle qui prévient sa femelle qu'il y a un danger. Et donc le son qu'elle a fait, hormis le bruit d'elle, c'était une sorte de hiss, de ksh. Et en fait, ce qu'on a émis comme hypothèse avec Arnaud Grégoire, Philippe Perret et Mylène Dutour, c'était que ça ressemblait à un pchit de serpent, parce qu'un serpent, quand il se fait attaquer, il fait ce cri aussi. Et donc, pour tester l'hypothèse qu'il y aurait une convergence, c'est-à-dire que la mésange imiterait un serpent pour faire peur à des prédateurs mammifères, ce qu'on a fait, c'est d'abord, on a regardé si les chants étaient semblables, et oui, ils étaient semblables à des cris de serpent, des cris de mésange. Et après, on les a repassés à des petites souris en captivité, et on a vu que les souris, quand elles étaient exposées à ce cri cette imitation de serpent, elles étaient complètement figées, aussi figées que quand il y avait un vrai serpent qui lui-même faisait des vocalisations. Un autre comportement qu'on a eu la chance d'observer est celui-ci. Donc vous allez voir la mésange qui n'amène pas une proie, mais qui amène une autre chose. Et le petit poussin qui crie famine parce que c'est pas lui qui a été nourri. Et donc cette autre chose, c'est un peu la même chose qu'on voit sur la photo à droite, c'est des plantes. Donc on s'est dit, mais pourquoi les mésanges, en plus de mettre de la mousse, en plus de mettre des poils et de la bourre pour faire leur nid, elles amènent ces petits morceaux de plantes qu'elles mettent sur le haut du nichoir. Et du coup, on a récolté ces plantes et on a remarqué que c'était toutes des herbes aromatiques. Donc les mésanges ramènent des herbes aromatiques dans leur nid, comme nous on pourrait le faire dans notre maison pour parfumer notre linge. Et encore une fois, on s'est dit, pourquoi elles font ça ? Donc pour savoir pourquoi, on a fait des expériences, on a remis des plantes, enlevé des plantes, et on a pu voir que non seulement la mésange, elle était capable de ramener les plantes quand on les enlevait, en plus, naturellement, elle pouvait ramener jusqu'à 0,31 g de son poids, donc ce qui fait environ, si c'était un humain, comme si c'était c'est comme si on ramenait 1 kg de plantes chaque jour dans notre maison, et que ces plantes aromatiques avaient un effet sur les bactéries du nid, donc sur le microbiote du nid, de la peau, de le microbiote intestinal, et que c'était favorable à la croissance des poussins. Ce qui montre un cas d'automédication. Alors l'automédication, c'est connu chez les animaux, ça arrive chez les grands singes, ça arrive chez les abeilles, et ça arrive chez d'autres espèces d'oiseaux aussi, mais ça arrive donc ici aussi chez la mésange bleue, donc l'automédication étant décrite comme une utilisation de substances produites par d'autres pour se défendre. Et maintenant, je passe la parole à Anne pour notre routine à nous, chercheurs. Oui, alors ce chapitre 3, il relate la routine quotidienne des oiseaux, mais aussi des chercheurs. Alors cette routine, elle tourne beaucoup autour du nichoir, puisqu'on a donc sur 4 sites, vous voyez ici 2 sites principaux sur le continent, donc dans la ville de Montpellier et vers Montarnot, et puis 2 sites principaux en Corse. Et on a plein de sous-sites dans ces 4 zones. En tout, 1000 nichoirs sont disposés sur l'ensemble de ces sites. Et donc ça occupe beaucoup de monde. Tous les ans, on a environ 25 personnes sur le terrain pour s'occuper de suivre la reproduction des oiseaux entre mi-mars et début juillet. Donc notre outil principal de recherche, il peut paraître peu sophistiqué, mais c'est celui-ci. Il s'agit du nichoir. Et une des bases de notre travail de terrain, c'est de consulter chacun des 1000 nichoirs au moins une fois par semaine. Cette observation à l'intérieur des nichoirs nous permet déjà d'obtenir un certain nombre d'informations sur les mésanges. On peut, par exemple, souvent identifier l'espèce, connaître le nombre d'œufs et quand est-ce qu'ils sont pondus, le nombre de poussins éclos et envolés. Et puis, une autre caractéristique très importante, c'est que chaque oiseau a un identifiant unique. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo qu'a présentée Claire, de la femelle qui rentre dans le nid, elle a une petite bague en métal sur sa patte. Cette bague en métal, elle est posée dès la première capture. Donc ça peut être au stade poussin, quand l'oiseau est né dans un de nos nichoirs, ou lorsque l'oiseau est capturé dans le nichoir en tant que reproducteur. Et sur cette bague en métal, il y a un identifiant, un numéro unique, qui est son identifiant scientifique que l'oiseau gardera toute sa vie. Ainsi, si on recapture le même oiseau l'année suivante, on le connaît, on sait reconnaître son identité.
Les oiseaux sont ensuite tous mesurés pour leur morphologie. Vous voyez ici par exemple une mésange bleue avec sa petite bague qui est pesée. Donc la mésange fait 9,4 grammes. On peut aussi mesurer leur taille. On va mesurer ce qu'on appelle les traits d'histoire de vie, c'est-à-dire tout ce qui est relié au calendrier de la reproduction et au choix et au succès de reproduction, comme la date de ponte, je vais pas mal en parler par la suite, le nombre d'œufs et le nombre de poussins. Et puis dans notre équipe, on s'intéresse fortement au comportement et aux capacités cognitives des oiseaux. Alors par exemple, on a dans cette cage ici qu'on appelle cage open field, on a un protocole qui permet de tester un score d'exploration des oiseaux. L'oiseau est placé dans un petit sas pour se reposer, suite à quoi il est libéré dans une partie de la cage ici qui est pour l'oiseau un environnement nouveau. Et il y a une caméra qui est fixée ici qui permet de filmer pendant 4 minutes le comportement de l'oiseau dans cette cage. De ce film, on va tirer un score d'exploration avec des oiseaux qui sont très rapides pour explorer cet environnement nouveau et d'autres oiseaux qui sont beaucoup plus lents. Je vous promets une petite vidéo vers la fin de l'exposé qui vous montre l'intérieur de la cage avec un film. Alors ici, je vais faire une petite pause sur le diaporama et je vais lire un passage du livre qui a été rédigé par Philippe Perret dans un encadré qui s'intitule « De l'art de capturer la mésange ». Au cours du temps, nous avons fait évoluer nos techniques de capture. Au début, nous utilisions un bâton plutôt que de courir avec l'échelle. Cela nous permettait d'obstruer l'entrée du nichoir tout en restant les pieds au sol, un sacré progrès. Je ne vais pas vous énumérer et décrire ici toutes les techniques mises en place pour capturer les adultes, mais l'une d'elles n'était pas banale et elle m'a valu notamment une drôle de situation. Nous utilisions une canne à pêche avec un moulinet qui permettait soit d'obstruer le trou d'envol avec l'embout, soit de déclencher à distance une trappe aménagée dans le nichoir. Se promener au Mont Ventoux dans la forêt avec une canne à pêche est déjà en soi assez incongru, puisqu'il n'y a pas un ruisseau ni une quelconque goutte d'eau sur cette montagne. Un beau matin de mai, j'étais à l'affût depuis un bon moment, caché dans la végétation à une quinzaine de mètres d'un nichoir. Bien camouflé, j'attendais que le mâle, toujours plus difficile à capturer que la femelle, daigne rentrer dans le nid. Au loin, j'entendis soudain un groupe de marcheurs s'avancer dans ma direction. Et c'est à cet instant précis que mon mâle est rentré pour nourrir ses poussins. Un mâle ne reste que quelques secondes dans le nichoir. Aussi, je me suis précipitée pour m'approcher du nid avec la canne, mais une branche mal placée m'a coupé la route. Propulsée tête la première dans un buisson, imaginez la scène. Canne à pêche tordue, à 4 pattes dans le bosquet, à 3 mètres du nichoir, à la recherche de mes lunettes. Le groupe de marcheurs très intrigués me questionne, et je réponds sans réfléchir, « j'attrape un oiseau ». Les visiteurs hilars s'éloignent sans me poser plus de questions. Toujours à 4 pattes à la recherche de mes foutues lunettes, je prends conscience du ridicule de ma situation. Pendant ce temps, bien sûr, le mâle en a profité pour ressortir du nid après avoir nourri ses jeunes. Il faudra revenir le lendemain, et avec une autre technique, car les oiseaux mémorisent très bien les événements qui sont dangereux pour eux. Merci Anne. Donc on va continuer sur des lectures. Pour ce chapitre que j'ai appelé la porte secrète, et où du coup je vais vous parler d'enquête évolutive, d'enquête naturaliste, et puis vous parler aussi un peu de ce qu'on entend quand on se balade dans la forêt et vous faire écouter des chants d'oiseaux. Alors tout d'abord, je vais vous lire aussi un passage du livre. Aux environs de 10 heures, en ce début de printemps, une mésange chante. Elle est haut dans le feuillage d'un chêne qui lui semble centenaire, avec son tronc massif et ses branches solides. Nous sommes en avril, je l'écoute attentivement et la regarde. Du haut de son arbre, elle ne semble pas tranquille. Elle chante à tue-tête et bouge sans cesse en regardant tout autour. C'est que chanter si fort attire l'attention des prédateurs et qu'une attaque d'épervier est fulgurante et souvent fatale. C'est aussi parce que ce chant pourrait faire venir un ou une autre congénère et que cet événement n'est pas à rater. Juste avant l'aube, en revanche, la scène est très différente. La mésange est loin d'être seule à chanter. Plusieurs de son espèce vocalisent avec elle, chœur amoureux d'ange bleu. Et ce chœur est accompagné de celui des autres espèces de la forêt. Une véritable explosion de sons qu'on appelle le concert matinal. Celui qui provoque chez certains un bonheur de printemps, chez d'autres des râles d'insomniaques.
Et donc ici, je vais vous faire écouter ce concert matinal et vous verrez que l'oreille humaine est un peu comme perdue et qu'on a beaucoup de sons. Cette aube de printemps est un moment frappant du jour naissant, profondément vivant, brusque presque à l'oreille. Cette oreille y est comme perdue, mais qui chante et où? Il y a cependant comme un ordre, une suite, au doux et calme silence de la nuit, aux derniers oiseaux nocturnes, parfois comme le hibou petit-duc, s'ajoutent d'abord les premières notes de turdidés, celles des grives draines, des merles noirs par exemple. Leurs chansons graves, flûtées et portent loin. Puis ce sont les rouges-gorges, les troglodytes, les mésanges, noirs, bleus, charbonnières, les pinsons des arbres, les diverses espèces de fauvettes, les roitelets, les grimpereaux, bref, tout un orchestre. Pour notre mésange bleu, à la voix plutôt fluette, il s'agit, pour être entendu, d'éviter si possible d'être trop près des autres, et en particulier du troglodyte, plus petit qu'elle, mais avec une voix de diva mélodieuse et puissante. Troglodyte à la forme mutine avec sa petite queue bien droite, comme élégante. Et donc ici, je vais vous faire écouter un chant de troglodyte et puis après une mésange bleue qui commence son concert matinal avec un petit duc qui finit sa nuit. Donc tout d'abord le troglodyte. Donc là, c'est une grive draine et le son plus aigu, c'est un troglodyte. Grive draine. Grive draine. Troglodyte. Et donc là, vous allez entendre une petite mésange et un hibou petit duc. Donc le petit duc, c'est le son flûté qui fait... Et puis tout s'arrête. Ce moment de fin de concert matinal est toujours comme étonnant. C'est comme si en quelques secondes, on passait d'une fête qui bat son plein, avec plein de choses extravagantes à l'oreille, à un monde de tranquillité, un monde policé, comme si on avait rêvé, qu'on se retrouvait d'un coup dans la douce lumière du matin. Un peu comme Alice basculant un instant au pays des merveilles, avant de revenir dans le monde normal, celui qu'on le connaît, lisse, celui où juste quelques oiseaux calmes et mélodieux vocalisent en douceur. Et donc maintenant, je vais vous raconter pourquoi je suis venue enregistrer les chants de Mésange Bleu en Corse, pourquoi j'ai eu cette chance. Donc c'est tout d'abord parce que on avait repéré dans l'équipe que en Corse, il manquait ce qu'on appelle un chant avec trille. Donc il manquait la trille. Le trille, c'est cette partie de note en fin de chant ici, qui est répétée et qui donne ça à l'oreille. Vous entendez la fin qui est répétée, je repasse 3 fois. Ici, il y a la trille. Et ce chant, en fait, c'est ce que, quand vous entendez ce chant-là autour de vous, à Montpellier, vous vous dites « Ah, il y a une mésange bleue ». Alors en Corse, la trille n'est plus là. Vous voyez qu'il n'y a pas la fin de la note, là, des notes, et puis on entend ça plutôt. Et donc, l'objectif du travail qu'on a mené à cette époque-là, c'était de se dire pourquoi les trilles ont disparu en Corse et est-ce qu'il peut y avoir des dialectes ou des langues différentes chez les mésanges bleus. Donc, l'hypothèse, très simplement, c'est pourquoi il peut y avoir des variations de chant, c'est parce qu'il y a une barrière géographique, une montagne ou une mer, et donc les mésanges bleus pourraient avoir une langue corse ou un dialecte corse, tout comme nous, les Anglais et les Français, avons des langues différentes parce qu'on a été séparés géographiquement. Mais donc cette hypothèse est forcément valable, mais ça n'exclut pas d'autres hypothèses, d'autres pressions de sélection. Et ici, on a pensé à la compétition entre la mésange bleue et sa cousine, la mésange charbonnière. Et on a pensé à cette hypothèse parce que les chants sans trille de mésange bleue, ici,
ressemble beaucoup au chant de mésanges charbonnières ici. Donc ça, c'est aussi un sonogramme en fréquence temps, alors que vous voyez, la structure des chants avec tri est très différente. Donc on a testé l'hypothèse que est-ce que la compétition entre la mésange bleue et la mésange charbonnière pourrait forcer la mésange bleue à changer, et cette hypothèse le changement irait dans ce sens-là parce que la mésange charbonnière est un peu plus grande que la mésange bleue, elle est généralement dominante dans la compétition. Donc pour tester cette hypothèse, j'ai eu la chance de pouvoir aller enregistrer des chants et faire des points d'écoute, donc pour entendre le nombre d'espèces de mésanges bleues et de mésanges charbonnières dans toute la Corse. Et le résultat était que, effectivement, quand il y avait plus de mésanges charbonnières en Corse, il y avait plus de tri qui apparaissait. Après, on a aussi, pour tester cette hypothèse, fait des repasses. Donc on a pris des chants de mésanges bleues qu'on a enregistrés et qu'on a repassés à des mésanges charbonnières. On a repassé des chants avec tri et des sans chant tri, et on a trouvé que les mésanges charbonnières ne venaient pas réagir aux chants avec tri, mais venaient réagir aux chants sans tri. Et après, pour tester d'une autre façon encore cette hypothèse, c'est qu'on a pris un champ de mésange charbonnière, le début d'un champ de mésange charbonnière ici, on a pris une trille de mésange bleu qu'on a descendu en fréquence, donc on a créé un champ de mésange charbonnière avec trille, et on a repassé ces deux types de chants à la mésange charbonnière, et effectivement, elle réagissait beaucoup à son propre chant, mais pas au chant de mésange bleu de mésange charbonnière auquel on avait acculé une trille. Donc on a conclu que oui, potentiellement la mésange charbonnière forçait la mésange bleue à chanter différemment, et que les espèces se partagent l'espace sonore. Le fait que les espèces se partagent l'espace sonore, c'est quelque chose qui est valable pour nous. Donc on habite dans l'espace sonore de ces oiseaux. Et là, je vais vous passer un chant de mésange bleu qui essaye de chanter tôt le matin, et puis il y a une voiture qui passe. Et cette voiture va créer ce gros trait noir ici, mais que vous allez aussi entendre à l'oreille. Donc là, c'est le matin encore, c'est une petite mésange qui chante. Et puis une voiture qui approche. Et la mésange se remet à chanter, vaillante. Et ça, c'est une seule voiture. Donc imaginez s'il y a une autoroute à côté, ou s'il y a tout le monde qui vient travailler le matin et qu'il y a un flot de voitures, donc la mésange bleue n'arrivera plus à chanter. Et donc ça peut avoir des conséquences, c'est pas anodin, parce que les chants, la communication entre les oiseaux leur permet de se passer beaucoup d'informations, de réagir aux prédateurs, etc. Et là, vous pouvez imaginer une petite famille de mésanges, ici c'est des mésanges charbonnières, qui sont tous en train de quémander pour leurs parents, et puis un épervier passe, et normalement quand il y a un épervier de passe, les mésanges le signalent par un chant très haut en fréquence, qui arrête tout le monde dans la forêt, et là, s'il y a une voiture qui passe, personne n'entendra ce chant haut en fréquence. Un autre exemple de communication, mais très très loin dans un autre monde, le monde sonore acoustique des océans. Ici, c'est un cas de communication entre une mère beluga et son enfant, qui est empêché par les bateaux qui soit viennent la voir, soit traversent le Saint-Laurent au Canada. Et les chercheurs ont montré que plus il y avait de passages de bateaux, plus il y avait des chances pour que le jeune beluga et sa maman soient séparés. Et comme après, ils se retrouvent uniquement par l'acoustique, ça donne un jeune qui est perdu et qui a des grandes chances d'être échoué. Donc tout ça pour dire qu'il faut faire attention au monde sonore des oiseaux. Et je passe la parole à Anne. Merci. Pardon, j'ai pas fini. C'était juste pour dire qu'au final, je vous aurais rien dit sur la... Pardon. Petit coup d'émotion. Sur la porte secrète. Et donc, je vous invite à aller lire le chapitre. Mais si jamais vous voulez pousser cette porte secrète, vous pouvez... télécharger une application, j'ai aucun conflit d'intérêt, qui s'appelle Merlin, que peut-être nombreux d'entre vous connaissent. C'est une application que vous pouvez vous mettre sur votre téléphone, et quand un oiseau chante, il vous dira l'espèce qui chante, ce qui vous permettra de petit à petit reconnaître les oiseaux qui sont autour de vous. Et à chaque fois que vous sortez, de saluer ces alliés à plumes qui constituent notre monde. Et là, je passe la parole. Je vais reprendre la parole, mais très brièvement, puisque Claire est la spécialiste du chant, mais aussi des couleurs. Mais je vais vous donner une petite mise en bouche sur le chapitre 6, qui s'intitule « Sganarelle en son nichoir ».
Donc par manque de temps, c'est juste un teaser pour vous donner envie d'aller lire le chapitre. Alors moi j'ai démarré ma thèse au début des années 2000 et c'était une époque où il y avait un boom dans les outils en génétique. Et ces outils en génétique nous ont permis, sur la base de une petite goutte de sang prélevée par oiseau, de reconstituer des généalogies entières d'oiseaux. Ici vous avez par exemple l'individu dont la bague s'intitule 69 88 294 et on a pu identifier en rouge son papa, sa maman, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, etc. sur des dizaines de générations. Mais ce qu'on a découvert en faisant ces généalogies, c'est que l'espèce mésange bleu, tout comme on a découvert plus tard pour d'autres espèces, elle est socialement monogame, c'est-à-dire que c'est un papa et une maman qui trouvent un territoire, construisent le nid et élèvent leurs petits. Mais en fait, elle est génétiquement polygame. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que dans un très grand nombre de nids, eh bien, il y a au moins un poussin du nid qui a un père biologique qui est autre que le père qui les nourrit. En Corse, on a évalué qu'il y a jusqu'à 25% des poussins, donc un quart des poussins, qui n'ont pas pour père biologique le père nourricier. Donc voilà, pour comprendre comment on a étudié ce phénomène, pourquoi il a lieu et comment il évolue, je vous encourage à aller lire le chapitre 6. Donc moi je vais vous parler maintenant de la couleur, qui est un autre moyen que les oiseaux ont pour communiquer entre eux. Et la couleur, c'est un sens que nous utilisons beaucoup entre humains. Quand on parle de sensation, on parle souvent en termes de je vois, je vois des choses, même quand comme c'est de l'acoustique souvent, en fait d'ailleurs. Et pourtant, on est très handicapé par rapport aux oiseaux parce que nous, on a 3 codes pour regarder les couleurs qui nous donnent accès à toutes ces magnifiques couleurs de l'arc-en-ciel, du violet au rouge en passant par le jaune et le vert. Mais les oiseaux, ils ont 4 cônes. Et ce 4e cône leur permet de voir en plus ce qu'on appelle les ultraviolets. Donc, ce qui fait que les oiseaux voient le monde d'une façon radicalement différente de la nôtre. Et il se trouve que pour nos mésanges bleus, que nous appelons mésanges bleus, en fait, elles ne sont pas bleues, mais elles sont ultraviolets bleus. Ici, c'est un spectre de réflectance de la couleur. Donc, quand on mesure avec un spectrophotomètre la couleur, on a accès à qu'est-ce qui est reflété entre l'ultraviolet ici et le visible, notre visible à nous ici. Et on peut voir que la mésange bleue, la majorité de son pic de réflectance se trouve dans l'ultraviolet et que les mâles et les femelles qui nous paraissent à nous humains de la même couleur sont en fait légèrement différentes. Donc, ce n'est pas une grosse différence, mais légèrement différentes dans l'ultraviolet. Ainsi, mâles et femelles de mésanges bleus sont différentes dans notre invisible. Et ici, je fais une toute petite aparté pour vous citer ce livre d'Ed Dion qui s'appelle « Un monde immense », qui parle de tous les sens qu'ont les animaux qu'on n'a pas, nous, entre humains, parce que chaque espèce a ses sens qui lui sont propres, et chaque espèce voit le monde de façon unique. Et c'est un livre absolument passionnant, et j'aime beaucoup cette citation ici qui dit « Inutile d'aller chercher des extraterrestres sur des planètes lointaines, nous les avons juste à côté de nous. Ces animaux ont une interprétation du monde complètement différente de la nôtre. » Alors pourquoi moi je me suis intéressée à la coloration de la mésange bleue dans les années 2005, quand je suis arrivée dans l'équipe, quand je suis revenue dans l'équipe, c'est parce que je voulais savoir déjà est-ce que la couleur était quelque chose qui était lié à la qualité des individus, et surtout est-ce que la coloration des mésanges était aussi quelque chose qui signalait la qualité qui était utilisée dans le choix de partenaires. Et ça paraît une question un peu banale, mais dans tous les livres, dans les années 2000, il était marqué que les couleurs avaient une fonction seulement chez les mâles et que les couleurs chez les femelles étaient soit contre-sélectionnées ici, comme la femelle de Pan, soit héritées de leur père. Donc du coup, ce qu'on pensait, c'est que les couleurs étaient majoritairement non fonctionnelles chez les individus, chez les femelles. Or, depuis, en fait, il y a eu beaucoup d'études qui se sont faites chez la mésange bleue, mais aussi chez d'autres espèces, et qui montrent qu'en fait, les colorations femelles sont très fréquentes, et sont surtout très fréquentes dans les tropiques. Alors, ici, c'est la carte du monde, et plus les colorations sont rouges, plus les femelles sont colorées. Et donc, c'est vrai surtout dans les tropiques, mais c'est aussi vrai chez certaines de nos espèces, comme la mésange bleue, ou comme ici le guêpier. Et un petit aparté qui n'est pas sur la couleur, mais qui remet aussi en cause certaines certitudes. On a toujours dit que le chant était l'apanage des mâles chez les oiseaux. Et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est d'ailleurs faux dans la majorité du monde. Encore une fois,
En fait, quand on regarde l'ensemble de la Terre et qu'on regarde dans quel nombre d'espèces des femelles chantent plus, on voit que chez 2 tiers des espèces, les femelles chantent, donc 1 tiers des femelles où il n'y a que le mâle qui chante. Et ça, c'est dû au fait que, effectivement, dans nos régions européennes, ce sont les mâles qui chantent le plus, mais encore une fois, dans les tropiques et dans d'autres régions de la Terre, les femelles chantent et c'est plus fréquent. Donc nous, dans l'équipe, ce qu'on a essayé de faire pour comprendre le sens des signaux femelles, c'est qu'on a mesuré la coloration de toutes les femelles reproductrices chaque année, donc on avait plus de 600 individus mesurés chaque année, et qu'on a relié ces colorations à leur succès reproducteur, à leur survie, au choix de partenaires. Et on a pu voir que chez les 2 sexes, en fait, la coloration était le plus souvent liée à la qualité de l'individu et à son succès reproducteur, et que même, il y a une petite tendance à ce que la coloration chez les femelles soit plus liée au succès reproducteur que chez les mâles. Par contre, chez les mâles, la coloration est liée au comportement de paternité hors couple qu'avait trouvé Anne, donc il est aussi sélectionné sexuellement. Donc ce qu'on aime dire des fois entre blagues de biologistes, c'était que tous les oiseaux ne sont pas des ponts. Et donc tous les oiseaux n'ont pas une femelle comme ça qui est plutôt passive devant un mâle. Et ça nous interroge un peu sur le biais qu'on peut avoir en tant que scientifique et dans nos façons de poser des questions, qui peut avoir un biais qui peut être en écho aux biais sociétaux. Et donc ce n'est peut-être pas un hasard si maintenant on s'intéresse aux colorations femelles en biologie évolutive. Une autre chose sur laquelle on a travaillé dans l'équipe, parce que du coup on a les colorations depuis 2005, c'est on s'est demandé si en fait la coloration avait varié au cours du temps dans nos populations, et on a malheureusement vu que les colorations dans nos 3 populations, donc coloration jaune ou bleue, avaient diminué en une quinzaine d'années de 9 à 23%. On s'est demandé pourquoi ces colorations avaient diminué au cours du temps. Et évidemment, comme on est dans un temps de changement climatique, on s'est demandé si ça pouvait être un effet des températures estivales, c'est-à-dire la température au moment où la mésange fait sa couleur, fait sa mue. Et on a pu voir qu'on avait des relations pas hyper fortes mais significatives entre la coloration des individus et les températures l'été. Ainsi, les étés plus chauds, les mésanges produisent des colorations plus ternes. De même en ville, les mésanges, Anne va le montrer, ont la chance de pouvoir trouver de quoi manger et se reproduire en ville. Mais ce qu'on voit, c'est qu'elles sont plus pâles. Donc les mésanges, ici c'est les mésanges charbonnières, elles sont 10% plus pâles en ville. Et elles ont des tailles de cravate, c'est la bavette noire, là ici, 5% diminuées. Et cette diminution de la couleur des oiseaux en ville, c'est quelque chose qu'on retrouve chez la majorité des villes européennes, dans la majorité des villes européennes, et chez plusieurs espèces d'oiseaux. Donc c'est vraiment un phénomène massif et réel et vraiment fort. Les résultats que je vous ai montrés sur les effets du changement climatique sont vraiment à voir avec un peu plus de circonspection et à tester sur plus d'années. Et donc, est-ce que c'est grave un changement de coloration ? Oui, c'est très grave pour une espèce d'avoir sa couleur qui diminue, parce que la couleur sert à coder pour l'identité de l'espèce. Toute personne qui s'intéresse aux oiseaux décrira un oiseau par sa couleur et sa forme et son bec. La couleur sert au camouflage, c'est-à-dire là ici vous voyez un engoulevent qui a des couleurs cryptiques qui lui permettent de ne pas être prédaté. La couleur, on l'a vu, est sélectionnée sexuellement, ça veut dire qu'elle est importante pour le choix de partenaires et pour la compétition au sein des espèces. Et la couleur est liée sur la survie. Là, c'est des résultats que Lisa Sandmeyer a eu récemment dans l'équipe, qui montrent que les colorations, que les oiseaux qui sont plus colorés survivent mieux. Et donc du coup, voilà, on a des effets sur la couleur. L'anthropocène a des effets sur la couleur, et Anne va vous montrer tous les autres effets de l'anthropocène sur d'autres variables. Quelques autres effets, en effet. Donc on va rester à l'ère où les forces anthropiques changent le monde et changent la biodiversité. Donc c'est le sujet de notre chapitre 10 qui s'intitule « Les défis de l'anthropocène ». Ça fait plus de 2 décennies dans l'équipe qu'on travaille sur comprendre comment les oiseaux s'adaptent au changement climatique à travers la mésange. Et depuis 2012, on a également un projet en ville où on utilise la mésange également comme espèce modèle pour comprendre comment les oiseaux s'adaptent à l'urbanisation. Je vais vous parler de ces 2 sujets maintenant, c'est la dernière partie des résultats. Alors d'abord, je voulais vous montrer un petit peu comment on peut étudier l'adaptation des oiseaux face à un environnement qui change très rapidement et ce qu'on observe en tant que scientifique. Alors quand l'environnement change très vite, eh bien on le sait
souvent ça mène au déclin, voire à la disparition d'une espèce. Mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'il n'y a pas déclin et disparition des espèces, eh bien c'est qu'il y a derrière une adaptation. L'adaptation, elle peut prendre 3 formes principalement. Dans un premier cas, on peut avoir une dispersion, un mouvement vers un autre environnement qui est plus favorable. Et par exemple, dans le cas du changement climatique, on observe beaucoup de changements de distribution d'espèces qui vont, dans nos contrées européennes, se distribuer plus au nord. Alors dans l'équipe, on n'étudie pas beaucoup ça, mais on étudie beaucoup les 2 changements suivants. C'est-à-dire que les espèces peuvent aussi s'adapter en restant là où elles sont, mais en ajustant leurs caractéristiques, ce qu'on appelle le phénotype. Et je vais vous parler ici beaucoup des dates de reproduction. Donc on peut observer des changements de phénologie, c'est-à-dire les événements calendaires dans la vie de l'oiseau. Et notre rôle en tant que biologiste de l'évolution, c'est de comprendre comment ces changements ont lieu, et en particulier, est-ce qu'ils sont le fait d'une plasticité phénotypique, c'est-à-dire que chaque individu sait ajuster sa caractéristique pour s'ajuster à son environnement, ou est-ce qu'il y a un changement non pas à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de la population. Et là, c'est souvent des changements génétiques qui permettent aux populations de s'adapter. Alors le défi de la mésange bleue, là je vais dans un premier temps parler du changement climatique, eh bien il est dû au coût énergétique très élevé de leur reproduction. Je vous représente ici le cycle de vie de la mésange, aussi pour profiter des magnifiques photos des poussins à l'éclosion, qui sont trop mimi, ou affreux pour certains. Et donc dans ce cycle de reproduction, il y a une étape en particulier qui est cruciale, c'est celle de l'élevage des poussins. Et pourquoi c'est crucial ? Eh bien parce qu'en fait, les poussins grandissent très vite. Ici, vous avez des photos de poussins à 1 jour. Alors, à 1 jour, un poussin de mésange fait 1 gramme. Dès le lendemain, il a déjà pris l'équivalent de son poids en une journée. Il fait 2 grammes. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette croissance très, très rapide ? Eh bien, il se cache des parents très, très actifs. On a évalué que pour élever un poussin, il faut 1800 chenilles. Donc, vous imaginez, dans une nichée, avec 6, 8, voire 14 poussins, la quantité de nourriture d'arthropodes et préférentiellement de chenilles, puisque c'est la nourriture vraiment la plus riche pour les poussins, à trouver dans l'habitat. Alors, le défi, il se résume ainsi dans ce graphe. Le défi, c'est d'avoir la période de disponibilité des chenilles, qui est très courte, qui est souvent de 10 à 15 jours, qui coïncide avec le besoin des poussins, n'est-ce pas ? Et pour avoir ça, eh bien, il faut que la femelle, elle décide quasiment 1 mois plus tôt quand est-ce qu'elle doit pondre. Pourquoi 1 mois ? Parce qu'elle va d'abord pondre un œuf par jour. Donc imaginons 8 œufs, 8 jours. Ensuite, elle va incuber, elle va couver ses œufs pendant 14 jours. Et puis, c'est lorsque les poussins ont 9 à 10 jours qu'il faut que les chenilles soient présentes dans l'environnement. Jusqu'ici, tout va bien. La plupart du temps, les mésanges arrivent à bien faire coïncider leur reproduction avec l'abondance de nourriture. Mais ce jusqu'ici, tout va bien était vrai avant le changement climatique. Avec le réchauffement de nos printemps, on voit de plus en plus de printemps très chauds, avec une arrivée des chenilles très précoce. Et si les femelles de mésanges n'arrivent pas à réajuster 1 mois à l'avance leur reproduction, eh bien leurs poussins vont être en besoin de nourriture quand les chenilles ne seront plus présentes. Voilà ce défi des oiseaux insectivores de nos contrées. Alors on a étudié ce processus en regardant notamment quand est-ce que les mésanges décident de pondre. Vous avez ici la date de ponte et vous voyez que dans les années 80, donc on a ici un demi-siècle de données, dans les années 80, elles pondaient aux alentours de mi-mai. On est ici à Pirio, dans cette belle forêt que je vous ai présentée au départ. Mais de nos jours, eh bien, les mésanges pondent 2 semaines plus tôt. C'est une avancée vraiment très drastique. Et des travaux ont montré que cette avancée, elle est directement en lien avec le réchauffement. Ici, chaque petit point représente une mésange et sa date de ponte, et la couleur représente la température ressentie. Donc vous voyez qu'on est ici dans des températures ressenties de plus en plus rouges, donc de plus en plus élevées. On a presque 2 degrés d'augmentation ressentis par les femelles au moment de l'élevage de leurs poussins. Des travaux très très récents qui ne sont pas encore publiés par Adel et Ehrlichman ont montré qu'en fait, cette avancée de la date de reproduction, elle permet de maintenir un succès de reproduction à peu près stable. Alors vous voyez ici que le nombre de poussins envolés en moyenne par an, il fluctue, bien entendu. On a des bonnes, on a des mauvaises années. Mais dans l'ensemble, on n'a pas de déclin drastique. Et nos modèles ont montré que si les mésanges n'avaient pas avancé leur date de ponte, il y aurait eu un déclin drastique de au moins 2 poussins en moins par nichée élevée. On s'est aussi intéressé à la question de comprendre quels sont les processus sous-jacents qui expliquent
cette avancée. Donc, est-ce qu'elles arrivent à avancer leur date de ponte du fait d'une évolution génétique ou de plasticité, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure? L'ensemble des résultats montre que les mésanges sont très fortement plastiques. Donc, c'est chaque oiseau qui arrive à prédire la chaleur printanière et qui ajuste sa date de reproduction. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est ce que j'ai appris le et après, eh bien, c'est qu'on est en train de monter des modèles prédictifs pour essayer de prédire l'avenir. Alors, je vais changer d'ambiance, je vais changer de décor pour cette deuxième partie des défis de l'Anthropocène. Vous reconnaissez notre belle ville de Montpellier. On change aussi de décor sonore. Alors, Claire a déjà fait la démonstration, donc je vais avancer et revenir pour arriver à parler. Et on change aussi de star. Ici, en ville, on n'étudie plus la mésange bleue, on étudie surtout la mésange charbonnière, qui est un peu plus abondante. Vous avez ici le poussin qui vient d'être bagué et qui se nomme V021, V021. Il n'a pas l'air très très heureux d'avoir cette nouvelle bague au pied, mais il va être directement remis avec ses frères et sœurs dans le nid 30 secondes après la photo. Alors, dans cet environnement urbain, je reprends un peu le schéma que je vous ai présenté précédemment. On s'intéresse, comme dans le cadre du changement climatique, à comprendre si les oiseaux apportent des réponses évolutives ou des réponses plastiques à ce nouvel environnement qui est le milieu urbain. Et on s'est rendu compte, depuis le début de notre étude, il y a une quinzaine d'années, que la ville est un très bon endroit pour étudier l'adaptation des oiseaux, puisque la ville, c'est un milieu qui est fragmenté, qui est très hétérogène et qui a tout un tas de stress environnementaux. La ville, c'est de la pollution atmosphérique, c'est de la pollution lumineuse, de la pollution sonore, c'est aussi l'îlot de chaleur urbain, le fait qu'il fait plus chaud en ville. Et donc tous ces paramètres et la fragmentation vont affecter ces processus que l'on étudie en tant que biologie de l'évolution, comme les mutations, l'hérédité ou la sélection naturelle. Donc je vais vous montrer juste quelques exemples de résultats qu'on a eus. Alors d'abord, on a comparé les mésanges charbonnières des villes et des forêts. La première question, c'était: est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que ce sont différentes? Vous l'aurez compris, comme souvent dans nos résultats, il y a de la biodiversité, de la diversité à l'échelle de l'espèce. Les mésanges des villes sont différentes des mésanges des forêts sur tous les caractères qu'on peut mesurer. Les mésanges des villes sont plus petites et elles sont plus légères que leurs conspécifiques en forêt. Elles pondent plus tôt en ville, 4 jours en moyenne, et certaines années c'est même bien plus tôt que ça. Elles ont aussi 2 œufs en moins dans leur nichée, donc elles pondent des plus petites nichées, et elles ont moins de poussins. En termes de comportement, les mésanges des villes sont plus agressives. Elles ont un score d'exploration plus élevé, ça veut dire que dans l'environnement nouveau, et je vous ai promis une vidéo, vous allez la voir tout à l'heure, elles explorent cet environnement nouveau plus rapidement, et elles ont un rythme respiratoire accéléré. Alors pourquoi? Bien entendu, la recherche c'est ça. On observe de la diversité et on se demande quels sont les processus qui mènent à cette diversité. On a un nouveau projet ANR qui s'appelle Acacia, dans lequel on a plusieurs volets d'exploration sur ce pourquoi ces mésanges en ville sont si différentes. Ici, sur la photo, vous avez notre étudiant en thèse, Jérémy de France, qui s'intéresse à explorer les ressources alimentaires. Donc, Jérémy est parti du constat que je vous ai exprimé précédemment, qu'en forêt, il y a plus de poussins qui s'envolent d'un nid comparé en ville. Donc en ville, il y a moins de poussins à l'envol. Et Jérémy teste l'hypothèse que ceci est dû au fait que la nourriture en ville est moins abondante ou moins riche. Alors il a tout un corpus de protocoles expérimentaux et en particulier, il a installé des caméras qui nous donnent accès à des vidéos et des photos assez spectaculaires. Ici, vous avez un mâle de mésange charbonnière qui apporte à ses poussins au nichoir 74 de Font-de-Colombe, au sud de Montpellier, une magnifique chenille bien juteuse. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer tous les résultats de Jérémy, mais un des résultats, ça a été que finalement, de manière assez surprenante, la ville est très riche en chenilles. Ce à quoi on ne s'attendait pas, mais il y a quand même une bonne cohorte d'insectes en ville pour nourrir les poussins, ce qui explique que les mésanges sont présentes d'ailleurs. Bon, après, il y a un autre volet de nos recherches qui porte sur la sélection naturelle. Alors là, c'était pour vous compléter un petit peu l'ensemble des approches, mais je n'aurai pas le temps d'en parler, mais on a démontré le fait que la sélection naturelle est différente en ville. Et le tout dernier volet des recherches dont je vais parler, il s'agit de tester s'il y a évolution génétique, si les mésanges en ville sont différentes, aussi du fait qu'elles sont différentes génétiquement. Alors comment on fait ça? Eh bien, on fait ce qu'on appelle une expérience de jardin commun. Le principe d'une expérience de jardin commun, c'est qu'on va récolter des œufs en milieu urbain et en milieu forestier, et on va les élever exactement dans les mêmes conditions, avec de la nourriture en abondance et dans les conditions idéales.
Si jamais à l'arrivée, on a des individus qui sont différents, eh bien, ça démontre que ces différents sont certainement d'origine génétique. Je vais vous montrer 1 ou 2 résultats. Alors, ces œufs, on les a récoltés donc, dans un gradient urbain de Montpellier. Ils ont été incubés par des parents adoptifs au zoo et ils ont été ensuite élevés à la main par une grande équipe de volontaires et surtout par les agents du zoo. Donc ici, grand merci au zoo du Lunaret pour nous avoir permis de faire cette expérience de jardin commun en 2022 et en 2024. Ici, Marc, il nourrit à la main ces oiseaux. Donc c'était du nourrissage de 7h du matin à 21h pendant 3 mois. Du lourd boulot. Et ensuite, eh bien, une fois que les oiseaux se sont envolés et sont indépendants, ils restent en volière jusqu'à ce qu'ils soient relâchés à la fin de l'expérience. Et durant cette phase où ils sont en volière, eh bien, on a mesuré, donc c'est la phase qu'on appelle de phénotypage, c'est-à-dire qu'on va mesurer toutes ces caractéristiques qui ont été mesurées sur les oiseaux sauvages, la morphologie, le comportement. Alors, je vous montre 2 résultats qui ont été analysés par Megan Thompson pendant sa thèse. Donc, vous vous souvenez que je vous ai expliqué déjà, ici en marron, ce sont les oiseaux sauvages, et on sait sur les oiseaux sauvages que les oiseaux urbains sont plus légers. Que se passe-t-il lorsqu'on élève des œufs prélevés en milieu urbain et forestier ? Ben déjà, la grande surprise, c'est qu'ils sont tous beaucoup plus légers. Pourquoi ? Ben parce que quand on les élève à la main et qu'ils ne peuvent se déplacer que dans des cages et ensuite en volière, ils ne vont pas développer toute leur masse musculaire comme des oiseaux sauvages qui volent en milieu naturel. Donc, ils sont plus légers. Mais on voit aussi une différence qui se maintient avec ces oiseaux d'origine urbaine qui restent plus légers. Donc ici, on a une indication d'une probable origine génétique à cette différence de poids. Le deuxième résultat, et enfin vous l'avez, la petite vidéo de l'Open Field. Donc ici, c'est la vidéo qui nous sert à obtenir le score d'exploration avec ici une maison charbonnière qui vient tout juste de sortir du sas et qui explore vraiment assez rapidement son environnement. Elle n'est pas passive. Donc ce qu'on voit lorsqu'on fait ce test-là du nouvel environnement, c'est que les oiseaux urbains, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure, ont des scores d'exploration plus rapides. Que se passe-t-il lorsqu'on les élève à la main ? Eh bien cette différence disparaît complètement. Donc on voit que pour les comportements, eh bien c'est probablement plutôt l'environnement, donc une réponse plastique et non pas génétique, qui va déterminer à quel point ils sont rapides ou non pour explorer leur environnement. Alors c'était un petit aperçu des différents angles qu'on peut adopter pour étudier l'adaptation des oiseaux au milieu urbain. Mais dans ce projet financé par l'ANR qui s'appelle Acacia, eh bien, on a de ces approches de biologie évolutive, mais on a aussi un volet qui n'est pas du tout en écologie évolutive, et c'est un volet en sciences de l'éducation. C'est le premier exemple que je vais vous donner pour cette dernière partie qui concerne un regard sur comment on intègre la société dans notre approche scientifique. Alors ce volet de l'ANR Acacia, il est porté et coordonné par Aurélie Zhuang, qui est chercheuse en sciences de l'éducation, et il coordonne des chercheurs qui viennent de plusieurs laboratoires, mais surtout du LIRDEF, le laboratoire d'Aurélie Zhuang, et tout un tas d'institutions reliées aux académies de Paris et aux académies de Montpellier. Dans le cadre de ce projet, il y a des nichoirs espions, des nichoirs connectés qui ont été placés dans des écoles à Paris. Ici, c'est la carte de Paris avec les écoles concernées, et à Montpellier. Et donc, dans toutes ces écoles, on a eu donc on en est à la 3e année scolaire, avec une dizaine d'écoles parisiennes et une dizaine d'écoles montpelliéraines qui ont participé au projet. Et le projet consiste essentiellement à permettre aux enfants d'avoir une observation naturaliste du cycle de vie de la mésange. Les enfants, à travers le nichoir qui se trouve dans leur école, peuvent observer chaque étape de la reproduction des oiseaux. Ici, vous avez une vidéo qui nous a été envoyée par une école montpelliéraine l'année dernière, en mai 2025. Et donc, les écologues dans ce projet ont un petit rôle puisqu'on peut apporter aux institutrices et aux enfants des connaissances en écologie et sur l'adaptation des oiseaux. Mais le gros du boulot, bien, ce sont les chercheuses et les chercheurs en sciences de l'éducation qui vont évaluer la faisabilité de ce projet éducatif, les enjeux et surtout vont évaluer comment cette observation naturaliste affecte le lien qu'ont les enfants avec le vivant non humain. Alors, je ne peux pas en dire plus sur ce projet, donc je suggère aux organisateurs de l'Agora d'inviter Aurélie Zhuang à vous présenter un exposé dans quelques mois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet. Donc, toujours dans cet rapport science-société, moi, je vais vous parler d'un travail que j'ai eu la chance de faire avec des artistes autour non de la forêt corse, ça va peut-être venir un jour, mais d'une autre forêt qu'on a étudiée dans une autre île,
qui est l'île de São Tomé, qui est au large du Gabon, et où on a la chance aussi d'étudier les oiseaux et l'évolution en milieu insulaire. Donc l'évolution en milieu insulaire, c'est ce qui avait amené Jacques à arriver en Corse il y a des années. Et donc c'est aussi des recherches qu'on mène sur d'autres îles du monde. Et donc on a fait une exposition avec ces artistes qui sont nommés ici. Et on a créé une association qui s'appelle Plumes et Racines, où on invite à parler de l'écologie de façon sensible et de parler de notre rapport au monde. Et cette exposition, on a eu la chance de la faire à la Altropisme à Montpellier, comme une première exposition, puis à la Galerie de la Biodiversité à Porto. Et donc là, c'est une des photos de cette exposition. Ici, je vous montre un autre travail réalisé par les artistes, où on voit ici des chants qui ont été matérialisés. Donc l'artiste a fait des sonogrammes qu'elle a fait disparaître dans des papiers de soie et qui illustraient le chant qui disparaît dans l'espace. Et on a fait aussi collectivement cette cabane. On voit un arbre et c'était une cabane où on mettait des livres à disposition pour les gens. On mettait un carnet où les gens pouvaient raconter leur histoire, ce qu'on a appelé éco-biographique, en faisant référence à un travail d'un philosophe Jean-Philippe Piron, qui propose que chacune racontions les histoires qu'on a avec le vivant de façon à s'y connecter et à se transmettre sa valeur. Et dans cette cabane, on a aussi eu la chance de pouvoir inviter un musicien, Fisherman, qui a joué avec les chants d'oiseaux qu'on avait enregistrés à São Tomé et qui a joué aussi avec sa propre musique. Un autre travail que j'ai la chance aussi de pouvoir commencer, c'est avec une philosophe de l'environnement, Clara Poirier, où on va proposer des balades sonores dessinées. Donc c'est un travail que j'avais eu la chance de commencer à Montpellier lors de la Comédie du Livre avec Anne, où on avait proposé aux gens de Montpellier de venir écouter les chants d'oiseaux. Et puis après, ce qu'on propose aux gens, c'est de dessiner ce qu'ils entendent. Et ça a l'avantage de vraiment faire écouter. Alors bien sûr, si on ne veut pas dessiner, on peut aussi marquer, ça peut faire écho à plein de choses de notre enfance et de notre quotidien. Et ici, ça c'est un dessin qu'a fait Clara Poirier, où elle imagine des notes d'oiseaux qui se transmettent dans un silence et dans un univers, dans un espace acoustique un peu dense. Et vous et nous tous, on peut faire ce qui s'appelle la science participative, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de propositions de scientifiques. Ici, c'est une proposition du Muséum d'histoire naturelle qui propose de compter les oiseaux des jardins. Alors ça peut être les oiseaux, ça peut être les papillons, ça peut être d'autres choses, et de mettre ces données à disposition pour les chercheurs du Muséum d'histoire naturelle pour voir les changements d'effectifs. Et donc voilà, on arrive à l'épilogue. Donc on a aussi un petit chapitre qui s'appelle l'épilogue. Et ici, il va me servir pour faire les mots-clés, enfin les choses qu'on a voulu partager avec vous. Donc on espère qu'on a réussi à partager avec vous l'enthousiasme qu'on avait pour le vivant et les oiseaux, mais pas que. L'enthousiasme pour l'écologie évolutive. Et on vous invite à écouter, regarder les autres espèces. Non seulement parce qu'elles sont belles et qu'elles font partie du patrimoine comme une œuvre d'art, mais aussi parce que ça vous nourrira. On espère qu'on vous a donné des espoirs malgré les changements climatiques, les dérèglements climatiques divers que nous faisons face et les pertes de biodiversité, et que l'espoir réside non seulement dans les alliances qu'on a montrées en tant qu'humains, mais aussi parce que la mésange bleue a une capacité à s'adapter et à innover. Alors là, on l'avait symbolisé dans le livre par cette mésange bleue qui ouvre une bouteille de lait, et ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans les années 50 en Angleterre, où les mésanges bleues attendaient les laitiers et ouvraient avec leur bec le petit bout d'aluminium pour y prendre la crème. Et nous, avec les données qu'on a, on a pu vous montrer qu'elles sont capables d'ajuster leur date de ponte, d'imiter des cris de serpents pour faire fuir des prédateurs, d'ajouter des herbes aromatiques dans leur nid pour améliorer la condition de leurs poussins, de changer leur façon de chanter s'il y a des compétiteurs. Bien sûr, c'est difficile quand même de nier les inquiétudes qu'on a pour les oiseaux et pour le vivant, et notamment pour les insectes, qui sont la base de tout, l'écosystème des oiseaux et de nombreux autres êtres vivants sur Terre, et les insectes qui diminuent de façon drastique partout. Et c'était impossible de terminer aussi sans montrer ces chiffres que vous connaissez peut-être, où on voit l'abondance des oiseaux au cours du temps, entre 1980... Je prends mes lunettes...
1989 et 2003. Et on voit ici que dans les milieux de bâtis et les milieux des villes, dans cette période, donc c'est plus de 40 ans, il y a eu moins 44%. Donc les oiseaux ont diminué dans le milieu agricole de 44%. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'en tant que chacune, nous faisions des alliances entre le vivant et entre nous pour pouvoir faire quelque chose face à ce déclin de la biodiversité. Et pour finir, je vous invite à réfléchir chacune avec votre rapport avec le vivant et donc faire au sein de collectifs et aussi de lire les travaux faits par les philosophes, les photographes, les anthropologues et les scientifiques. Et là, j'ai cité quelques livres qui m'ont beaucoup touché ces derniers temps. Donc de Jean-Philippe Pierron qui s'appelle Le jeu est un nous, Silver Petit qui a un livre assez truculent sur les vautours et sur son travail de naturaliste et de photographe qui attend les vautours. L'autre rêve américain, c'est un philosophe qui est parti aux États-Unis et qui a traversé tous les États-Unis en vélo et qui raconte ce qu'il a ressenti dans cette traversée en se situant un peu dans la marge parce que faire du vélo aux États-Unis c'est un peu dangereux. Le bouquin de Rachel Carson qui est de 1960 qui était une des premières à alarmer par rapport aux effets des pesticides sur le déclin du vivant et ce bouquin de Virginie Maris qui est très intéressant sur la biodiversité et évidemment comment ne pas parler d'Alessandro Pignoschi et de Philippe Descola qui avait été invité il y a quelque temps et la maison emblématique d'Alessandro Pignotti. Et pour finir, avant de repasser la parole à Anne, je vais citer cette phrase de Jean-Philippe Pierron, que je trouve très touchante, qui dit « La rencontre avec le vivant ouvre une brèche poétique et sensible, permettant une nouvelle manière de se penser, d'agir et de ressentir. » Donc nous tenons à remercier tout d'abord les organismes qui nous emploient, puisque 50 ans de données et de recherche... Ça se fait par des financements et par des emplois de chercheurs. Tous ceux qui nous ont accueillis sur le terrain, en Corse et sur le continent, et qui continuent à nous accueillir tous les ans, tous les printemps. Ceux qui nous soutiennent, notamment l'OSUOREM qui nous soutient depuis 2009, et c'est très précieux. Les financeurs de projets plus ponctuels comme l'ANR, et puis notre maison, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, et toutes les personnes de l'administration qui nous aident à travailler. Alors ici, c'était vraiment pas possible de mettre sur la diapositive tous les noms des personnes qui ont participé à ce programme de recherche d'un demi-siècle. On les a toutes citées, alors on en a peut-être oublié, mais dans le livre, il y a un chapitre qui cite toutes les personnes et il y a plus de 300 personnes, doctorantes et doctorants, post-doctorantes et doctorants, des étudiantes et étudiants en master, des collaborateurs un peu du monde entier. Alors, on a cité ici les personnes qui sont au CEF et qui sont au cœur des recherches actuelles. Et j'ai oublié de citer surtout Stéphane Durand, qui n'est pas au CEF, mais qui était notre éditeur en or chez Actes Sud. Et je voudrais finir en remerciant les doctorantes et les doctorants actuels de notre équipe qui travaillent sur la mésange bleue et la mésange charbonnière, Jeanne, Hélène, Arlette, Jérémy, Laurine, Lucie et Lisa. Le futur de la recherche est sur la mésange et entre vos mains. Merci à tous. Bonsoir et merci pour cet exposé qui était passionnant. Alors moi, je travaille dans le domaine de la construction, essayer de faire des démarches environnementales pour, en particulier, valoriser la biodiversité. Donc on travaille avec des écologues, par rapport avec un diagnostic écologique pour démarrer le projet. Et ce que je voudrais savoir, c'est si justement pour cette mésange ou d'autres oiseaux, vous auriez des conseils à nous donner pour favoriser à la fois la propagation des oiseaux, des insectes, etc. Oui, alors j'ai un premier conseil dans la construction, c'est de rentrer en lien avec une association qui s'appelle Cohab, pour cohabitation homme-nature. On a créé un partenariat avec cette association. Les deux fondatrices de cette association Cohab, C-O-H-A-B, sont Lucie et Maëlle, qui connaissent très très bien la biodiversité urbaine et non urbaine, et elles ont créé tout un tas de solutions pour la nature en ville. Cohab, c'est pour cohabitation entre l'homme et la nature.
Elles ont des solutions comme les écuroducs, par exemple, que vous avez peut-être vu dans la région, mais elles ont aussi des solutions qui s'intègrent dans le bâti. Et on a travaillé avec elles pour essayer de créer ce qu'on a appelé très modestement le nichoir du futur. C'est-à-dire un nichoir où les mésanges puissent se reproduire sans être grillés lors des événements extrêmes climatiques. On a eu par exemple en juin 2019, vous vous en souvenez peut-être, des températures extrêmes qui dépassaient de 6 degrés ou 5,7 degrés les maximums jamais enregistrés à Montpellier. Et ce jour-là, eh bien, tous les poussins dans nos nichoirs sont morts. Parce qu'ils étaient enfermés dans des nichoirs qui ne permettaient pas une assez bonne ventilation. Donc Lucie et Maëlle et Coab sont en train de travailler pour créer des nichoirs qui soient plus thermorésistants et aussi des nichoirs qui sont intégrés au bâti, des nichoirs à chiroptères, à chauves-souris et à oiseaux qui peuvent être directement intégrés lors du bâti. Donc, voilà mon conseil. Alors par rapport à la végétation, l'équation elle est très simple. Des arbres partout, c'est super pour la biodiversité, c'est super pour l'environnement thermique, bien entendu. Et puis les arbres sont porteurs de toute la cohorte d'insectes qui peut après soutenir les échelles supérieures du vivant. Donc nous sur les mésanges, et c'est pour ça que le livre s'appelle La mésange et la chenille, c'est que la mésange aurait beaucoup de mal à survivre sans la chenille, et la chenille n'est présente que là où il y a des arbres. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des efforts à faire, même si Montpellier est une ville où il y a beaucoup d'espaces verts. Je me désole parfois de voir des avenues entières où le tram a été installé, où les arbres ne sont pas encore prévus. Alors j'espère qu'ils seront plantés plus tard, mais j'ai bien peur que l'été prochain, il va faire très chaud dans ces avenues. Bien entendu, je ne parle pas des essences d'arbres, mais il est maintenant connu et reconnu par les urbanistes que planter des arbres avec des essences locales, c'est beaucoup mieux que des essences exotiques qui ne portent pas les cohortes d'insectes qui intéressent nos oiseaux. Oui, monsieur. Oui, bonsoir, et merci pour cet excellent... Je vais regarder, on vit le long du Lez, nous, donc en ville, et ça m'amène à une petite question, justement, savoir si dans ce milieu urbain, comparé au milieu forestier, il y a quand même des spécificités de zones où sont plus les mésanges que les autres. On a de la charbonnière, ça c'est mon premier point. Le deuxième, on a bien sûr un endroit pour les nourrir, et c'est avec des grains de blé souvent, ou de tournesol. Et on n'a pas du tout parlé dans l'alimentation, alors savoir à quel moment ça peut leur être favorable ou pas. Voilà. Donc pour la première question, comme disait Anne, il faut des arbres. Donc les zones où les oiseaux sont bien, c'est des zones où il y a des arbres, des buissons. Donc une zone où il n'y aurait que du béton, là on peut entendre des oiseaux, mais ils devront aller très loin pour se nourrir. Et par rapport à la nourriture l'hiver, c'est pas négatif et c'est plutôt positif de les nourrir avec des graines l'hiver. Et donc quand on regarde ce que mangent les mésanges, elles en mangent beaucoup, comme vous voyez quand vous les nourrissez. Et ce qu'il faut, c'est arrêter au printemps, parce que les chenilles sont quand même vraiment des meilleures proies pour elles et pour les poussins. Et donc elles auront plus de minéraux, de bonnes choses par rapport pour produire leurs œufs, si elles arrivent à aller prendre les bonnes nourritures. Bonsoir, merci beaucoup pour cet exposé. Concernant les chenilles, quelle est la taille que préfèrent manger les petites mésanges? Je pense à une chose, il y a malheureusement énormément de chenilles processionnaires qui font de gros dégâts. Est-ce que par hasard, les petites mésanges pourraient diminuer le nombre de chenilles processionnaires? Merci pour la question. Alors la taille des chenilles, première partie de votre question, ça dépend de l'âge des poussins. Lorsque les poussins sont tout petits, à l'éclosion, les parents apportent des petites chenilles et puis ils augmentent la taille au fur et à mesure. Mais dans l'ensemble, dans nos contrées, c'est la tordeuse du chêne qui est la chenille
qui constitue l'essentiel du régime alimentaire au printemps, puisque comme Claire l'a dit, après, en hiver, elles sont plus granivores. Par rapport à la chenille processionnaire du pin, vous savez que c'est une chenille urticante pour nous autres humains, et c'est une chenille urticante également pour les oiseaux. Donc les oiseaux ne peuvent pas se nourrir de cette chenille. Par contre, ils peuvent se nourrir de la larve de la chenille processionnaire du pin. Et nous avons des collègues qui ont mis en place des tests qui semblent concluants. J'avoue que j'étais à la base un petit peu sceptique, mais apparemment il est possible d'entraîner les mésanges charbonnières en particulier à découvrir que dans les nids de chenilles processionnaires du pin, il existe des larves qui sont goûtues et qui sont comestibles par les mésanges. Donc il y a eu un programme de recherche, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais qui a démarré il y a quelques années, pour essayer d'apprendre aux mésanges à découvrir cette nourriture que sont les larves de chenilles de processionnaires, et ensuite à avoir une transmission verticale, c'est-à-dire que si on apprend à un certain nombre d'oiseaux, ils vont aller ensuite montrer à leurs congénères dans l'espoir d'une lutte biologique. Bon, il est quand même probable que l'étendue des dégâts de la chenille processionnaire du pin ne pourront pas être résolus uniquement par cette solution de lutte biologique, mais c'est une piste. Bonjour, ou bonsoir plutôt. J'ai une question qui est un peu en marge, je pense. J'ai souvent lu et entendu dire que les chats étaient les principaux prédateurs des animaux, des oiseaux notamment. Je voulais savoir si c'était quelque chose de vrai et dans quelle mesure ça l'était. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai pas les chiffres, mais les chats sont des prédateurs redoutables. Et donc, pas que des souris et des rats. Ils mangent beaucoup d'oiseaux, beaucoup de lézards. Et il y a certains pays où les gens empêchent leurs chats de sortir la nuit pour limiter les effets. On a des collègues qui ont mis des caméras aussi sur les chats, où on pouvait voir tous les cas de prédation. Donc, les chats sont adorables, mais effectivement redoutables. Moi, un conseil que j'aime bien donner aux gens qui ont... Alors moi, j'adore les chats, hein, c'est un petit peu problématique. Hein. Mais il y a quand même une solution. C'est qu'au moins, pendant la période de reproduction des oiseaux, et au moins en avril, mai, juin, gardez vos chats à l'intérieur, parce que les plus vulnérables pour les chats, ce sont les poussins à l'envol qui apprennent à voler. Et donc, si au moins on peut permettre à ces poussins d'apprendre à voler avant que le chat ne revienne dehors, je pense que c'est possible pour un grand nombre de chats d'être gardés à l'intérieur. Hein. C'est ce qui se fait maintenant en Australie. Il y a interdiction absolue de sortie des chats. S'il vous plaît. Moi, je constate que... Oui, je suis là. Ah, merci. Je constate que... enfin, je ne dois pas être que le seul, mais qu'il y a de plus en plus de pigeons en ville. Alors, entre les pigeons, les pies, ou les corneilles et les corbeaux, ça fait des sacrés compétiteurs face aux tout petits oiseaux que sont les mésanges et autres passereaux. Alors, comment... enfin, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Je peux dire plein de choses. Vous n'avez pas cité la perruche à collier. Donc, en ville, on a 3 types d'espèces. On a les anthropophiles. Et le pigeon bisé, la perruche à collier en font partie. On a les espèces anthropophobes qu'on ne va jamais trouver en ville. Vous ne verrez jamais un tétralyre se balader dans Montpellier. Bon, c'est pas que on n'est pas dans le bon climat aussi. Et puis vous avez les espèces anthropotolérantes. La mésange fait partie de ces espèces qui tolèrent la ville, mais qui n'ont pas une dynamique de population qui fleurit en ville. Par rapport aux espèces anthropophiles, effectivement, il y a un certain nombre d'espèces qui prennent la place de nos oiseaux communs. Alors, ce n'est pas trop le cas du pigeon, parce que le pigeon bisé, il n'a pas de régime, par rapport à la mésange en tout cas, il n'a pas un régime alimentaire et il ne se reproduit pas sur des sites qui pourraient gêner la mésange. C'est par contre tout à fait le cas pour la perruche à collier. Et il y a des solutions. Je sais que la mairie de Montpellier est très tracassée par la prolifération des pigeons, aussi... pas les mouettes, mais les goélands argentés, merci. Et ils nous sollicitent régulièrement, d'ailleurs, pour faire des projets de recherche, notamment sur la perruche à collier. On a des collègues, notamment à Barcelone, qui ont étudié toutes les solutions possibles pour lutter contre ces espèces anthropophiles et leur prolifération. La première solution, c'est de convaincre le grand public, ici présent, vous en êtes les représentants, d'arrêter de nourrir les pigeons. Voilà, c'est quand même la méthode la plus efficace.
Il y a des chercheurs qui ont testé des méthodes de stérilisation, enfin plein de méthodes. Et en fait, la méthode qui marche le mieux, c'est de dire aux gens, ah ben oui, les perruches à collier à Barcelone, elles sont très belles, elles peuvent se poser sur votre main et venir nourrir dans votre main, mais ne le faites pas, ne nourrissez pas les pigeons et les perruches à collier. Et c'est une solution qui, si elle est adoptée, est finalement assez efficace, parce que les pigeons, si on cache bien notre nourriture, nos poubelles, et qu'on ne leur donne pas à manger, ils vont plus proliférer. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Ma question c'était, vous avez dit qu'il y avait de la plasticité chez les mésanges, mais du coup ça veut dire que ça n'a pas été sélectionné, c'est pas une adaptation. Donc est-ce qu'il y a une sélection sur la plasticité aussi ? Oui, tout à fait. On a une collègue, notamment Céline Tepleski, qui travaille sur l'évolution de la plasticité. Et donc, la réponse plastique peut évoluer et être sélectionnée. Et donc, ça, c'est aussi des objets de recherche de la mesurer. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Merci. Bonsoir. Merci pour votre exposé, pour la passion que vous nous transmettez. Ma question porte sur une lecture que j'ai faite d'un oiseau des villes. Je crois que c'était la fauvette, dont on montrait que le bec évoluait entre des fauvettes du ville et des fauvettes de la campagne, dû au fait qu'il y avait des nourrissages par les humains, avec des graines plus dures à casser, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que vous observez sur vos espèces ? Alors, c'était une étude anglaise qui s'est faite en fait sur la maison charbonnière. Oui, et qui effectivement reliait le fait que les oiseaux des villes ont des becs plus longs avec la présence d'alimentaires. Les Anglais sont très très amoureux de leurs oiseaux des jardins et ils ont des alimenteurs à peu près partout. Et donc l'explication a été qu'il y a eu évolution vers des becs plus longs pour arriver à récupérer plus de graines dans les alimenteurs. Comment vous dire ? On a beaucoup discuté de cette étude dans l'équipe. Et ce n'est pas quelque chose qu'on observe chez nous. Alors ça peut être parce que en France, il y a beaucoup moins de nourrissage en fait qu'en Angleterre, mais en fait, on a aussi moins de données, et en particulier parce que la mesure du bec est quelque chose qui est très difficile à faire, et depuis quelques années, on a décidé d'arrêter de mesurer les becs. Voilà. Donc voilà, j'essaie de répondre rapidement. Oui. Bonsoir et merci pour votre présentation. Ça fait très bizarre d'entendre ma voix comme ça. Oui, je voulais revenir à la plasticité phénotypique. Donc, vous avez montré par cette expérience en jardin commun que l'essentiel des traits que vous avez mesurés différenciaient par cette plasticité. Donc déjà, je me demandais si c'était aussi le cas, par exemple, de traits comme la couleur, qui a été mentionné plus tôt dans l'exposé. Et je me demandais également si on connaissait précisément les mécanismes qui sont derrière cette plasticité. Comment est-ce qu'on explique la plasticité, qu'elle soit transmissible, par exemple, comme vous avez, qu'elle puisse être sélectionnée et peut-être transmissible, comme vous avez expliqué précédemment. Merci. Merci. Alors, je ne peux pas passer la parole à Lisa, qui est au fond de la salle, mais elle a étudié justement la coloration de ces mésanges charbonnières issues du jardin commun. Et donc la coloration jaune et la coloration noire. Et donc on a pu voir qu'une partie était génétique, notamment le noir, et une partie était très, plus ou moins avec des effets plastiques, le jaune en fait. Et pour l'autre partie de la réponse, je laisse la parole à Anne. Tu veux juste expliquer pourquoi, d'où vient l'ajustement des couleurs jaunes peut-être, pour comprendre comment c'est plastique ? Du coup, le jaune, pourquoi les mésanges deviennent moins jaunes ? Donc, ce qu'on pense comme raison, c'est que déjà, elles peuvent avoir moins de chenilles. Mais bon, là, les résultats de Jérémy sont un peu contradictoires par rapport à la proportion de chenilles en ville. Mais surtout, les chenilles peuvent elles-mêmes avoir moins de caroténoïdes. Et les arbres produire moins de caroténoïdes. Donc ça, c'est une des raisons pour la possible diminution en ville. L'autre possibilité, c'est que les oiseaux muent l'été, et comme on l'a vu avec les mésanges bleus aussi, les températures sont plus élevées en ville, donc il peut y avoir plus de coûts dus à la thermorégulation, qui fait qu'elles ont moins d'énergie à mettre dans leur plumage.
Oui, du coup, la Claire, elle vient d'expliquer comment la couleur est plastique par rapport à l'environnement urbain, par exemple, ou par rapport au changement climatique. En fait, c'est un peu le même processus qu'on va faire pour tous les caractères, c'est-à-dire que si on voit que le comportement change en fonction de l'environnement, par exemple, après il faut comprendre le pourquoi, quels sont les les facteurs qui vont entraîner ces réponses-là. Donc la réponse serait très longue si je devais écréner toutes les caractéristiques. Et surtout en ville, parfois on ne sait pas pourquoi, parce qu'en fait, lorsqu'on voit des réponses qu'on sait être plastiques en réponse au milieu urbain, eh bien, la ville est presque trop complexe et différente par rapport à un milieu naturel. Comme je l'ai dit dans l'exposé, ça peut être du fait de la pollution lumineuse ou sonore. Donc par exemple, pour la date de ponte, on se doute que les oiseaux pondent plus tôt en ville parce qu'il fait plus chaud, mais aussi peut-être parce qu'il y a la pollution lumineuse qui va affecter leur chronobiologie. Et donc tout ça, ce sont des recherches en cours pour essayer de comprendre les mécanismes derrière, mais souvent la réponse, elle n'est pas immédiate, ça prend, on va dire, une dizaine d'années de plus. Et c'est pour ça qu'il faut financer nos recherches. Est-ce que la démoustication peut avoir un impact sur une population, soit de mésanges, soit d'autres espèces d'oiseaux? Bien sûr, la démoustication a des impacts sur... oui, alors vous parlez... Alors, les pesticides sont une des raisons principales du déclin des oiseaux en France. Après, les moustiques ne sont pas mangés par les mésanges. Donc, si on parle des pesticides qui ciblent les moustiques, ça ne va pas avoir d'impact sur les mésanges, puisque les mésanges ne mangent pas de moustiques, mais ça va avoir un impact sur un tas d'autres espèces, et en particulier les chiroptères, en particulier les chauves-souris, en fait, qui se nourrissent beaucoup des moustiques. Donc oui, ça a un impact énorme. Bonsoir et merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous êtes intéressé au milieu agricole? Et si oui, sur quelles questions de recherche? Donc oui, là il y a aussi Flora qui pourrait répondre, qui est dans le fond de la salle. Donc là on a Flora qui commence sa thèse pour voir les effets du milieu agricole sur le chant des oiseaux. Parce que donc on sait par beaucoup de publications qu'il y a vraiment un lien entre les pratiques agricoles, notamment l'utilisation de pesticides, mais aussi la disparition des haies, mais aussi l'homogénéisation des paysages agricoles et la diminution des oiseaux, et que c'est un des facteurs principaux, hormis additionné évidemment au dérèglement climatique. Et donc du coup l'objet de la thèse de Flora là, ça sera de regarder si un des mécanismes possibles qui peut expliquer ce déclin des oiseaux, au-delà de juste le fait qu'il y a moins d'insectes du fait des pesticides, pesticides voulant dire tuer les insectes, ça pourrait être aussi parce que les oiseaux communiquent moins bien, et le chant, qui est leur principale façon de déclarer leur flamme à leurs partenaires, est diminué et pourrait participer à faire une sorte d'effet d'un vortex négatif qui pourrait accroître le déclin des oiseaux. Bonsoir, merci pour la présentation. Je me demandais si on savait évaluer combien de poussins un individu peut faire au cours de sa vie, s'il y avait une différence entre les villes et les forêts, et si ça a un impact sur la propagation, la diffusion des adaptations. Alors oui, on peut évaluer, notamment grâce aux généalogies que je vous ai montrées, on peut évaluer le succès reproducteur total, combien de poussins un individu mâle ou femelle peut avoir durant sa vie. Après, nous, on voit les poussins jusqu'à l'envol. Donc, on n'a pas décrit précisément le cycle de vie, mais les poussins s'envolent du nid aux alentours de 20-21 jours. Et après, le chercheur ne sait plus trop ce qui se passe, puisque le poussin ne revient jamais au nid. Dans le livre, on a un chapitre où on parle des oiseaux très longévifs. On a des oiseaux dans nos populations, notamment en Corse, qui ont vécu jusqu'à 9 ans. Et alors, j'ai fait le calcul du succès reproducteur total, et je crois que ça dépassait les 50 poussins, peut-être même plus. Je ne me souviens plus, les chiffres sont plus dans ma mémoire, mais ils sont dans le livre. Mais après, il y a une très très grande variation. La plupart des individus auront 0 ou 1 poussin qui va vraiment survivre, et puis il y en a qui vont en avoir beaucoup plus. Donc il y a une immense variation. Il y avait une deuxième partie à votre question où j'ai répondu. Ah oui, les conséquences de quoi Ah oui, la ville. Alors oui, on sait qu'en ville, donc je vous l'ai dit, en ville, il y a moins d'œufs et donc moins de poussins.
Et en plus, quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on a fait des analyses de survie et on a montré que, notamment les juvéniles, donc les individus qui ont 1 an ou moins, ils survivent moins bien en ville. Les adultes ont à peu près la même survie, mais ils survivent moins bien en ville. Donc en fait, on soupçonne que le fait qu'il y a moins de poussins qui s'envolent et qu'en plus ils arrivent moins bien à survivre, ça a un réel impact sur la dynamique de la population, et que les populations de la ville sont ce qu'on appelle un puits, c'est-à-dire qu'en fait, il y a sans arrêt des individus qui viennent de l'extérieur de la ville pour réalimenter ces populations urbaines qui n'arrivent pas à avoir une dynamique de population stable. J'espère que ça répond à votre question. Sinon, on en reparle après. Il y aura une dernière question juste ici. Oui, il y a une 50aine d'années, lorsque j'ai construit la maison, j'avais fait intégrer une boîte à lettres dans le pilier d'entrée. Et très rapidement, les mésanges sont venus très régulièrement. Pendant une 30aine d'années, elles sont venues donc prendre la place de mon courrier. Mais j'avais tout imaginé dès le début, puisque j'avais construit sur la murette, j'avais bricolé une boîte à lettres, tout simplement. Alors, et puis nous sommes partis une année, pendant 15 jours, et quand nous sommes revenus, j'ai trouvé dans la boîte à lettres, il y avait des poussins qui venaient d'éclore, qui étaient morts, et la maman ou le papa, qui était encore là, mais très très faible, parce que l'entrée sur le pilier avait été bouchée par une poignée de prospectus. Voilà. Donc, depuis cette date, vous avez parlé tout à l'heure de la mémoire des mésanges, et je voulais vous poser, c'est là-dessus que je voulais vous poser la question. Les mésanges ne sont plus jamais revenus nichés dans ma boîte à lettres. Alors, je voulais savoir quelle était la relation, puisque vous avez parlé de la mémoire des mésanges tout à l'heure. Je voulais savoir un petit peu... Mais merci pour votre question, parce qu'on n'a pas du tout eu le temps de parler des capacités cognitives de ces oiseaux. Et il y a des chercheurs qui travaillent sur ces capacités cognitives. Alors, juste brièvement, par rapport à votre histoire sur la boîte aux lettres, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en Corse, sur un de nos sites. Il y avait une boîte aux lettres qui était occupée tous les ans, et en fait, la personne avait fini par mettre en gros dessus, s'il vous plaît, pas de courrier, et mettre une autre boîte aux lettres à côté pour justement éviter ce genre d'incident. Et par rapport à la mémoire, ces oiseaux, notamment la mésange charbonnière qui est beaucoup étudiée sur ses capacités cognitives, c'est vraiment incroyable ce qu'elles sont capables de faire en fait. Il y a vraiment des gens qui étudient leur apprentissage, ce qu'on appelle aussi... je l'ai qu'en anglais, l'apprentissage inversé, c'est-à-dire par exemple on peut leur mettre des petits pompons de couleur et la nourriture se cache derrière les pompons bleus et pas les pompons orange. Elles apprennent ça et dès le lendemain on inverse les couleurs et tout de suite en 5 secondes elles arrivent à retenir les bonnes associations de couleurs et même parfois des semaines voire des mois après elles ont encore en mémoire ces associations de couleurs. Donc il y a vraiment des projets en cours sur ces capacités de mémoire des oiseaux et ça nous révèle des capacités bien plus importantes que ce qu'on ne pensait. Merci. Et merci beaucoup à toutes les deux, Anne Charmontier et Claire Boutrelan. Merci à toutes et à tous.